Shalom à tous, shalom aux fils et aux filles de Jacob, et shalom à tous les étrangers qui se sont liés à la maison de Jacob pour le service du Tout-Puissant. Je me présente encore devant vous aujourd'hui pour vous passer une vidéo concernant l'intelligence artificielle. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, sur YouTube, donc sur une chaîne qui s'appelle Miroir. Et nous remercions le travail très intéressant de cette chaîne, cette équipe qui gère cette chaîne fait pour son efficacité en fait. Voilà. Donc c'est un scientifique asiatique, c'est un professeur qui décortique en fait la secte ou les occultistes qui se cachent derrière ce plan de démocratiser en fait cette entité démoniaque qu'on appelle l'intelligence artificielle. Voilà. Vous allez voir que c'est édifiant, c'est édifiant. Donc, je vais pas en dire plus. Je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Merci à vous. Monsieur, ce système de pondération, je l'appelle un réseau de neurones, les gars. C'est un cerveau, c'est magique. Et ça alors, d'accord? Je vais tuer tout le monde. Bah oui! Le monde est parfait maintenant. J'ai tué tout le monde. Tout le monde est heureux. Ouais, parce que vous êtes morts. Le monde est parfait. Ouais, tout le monde est mort. Donc, plus de problèmes. Pas vrai? Et donc, ce que je vais vous montrer pour le reste du semestre, c'est que l'IA, c'est l'occulte. Vous pensez que l'IA est gérée par ces geeks qui adorent la programmation informatique. Non, 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 les gars. Le vrai pouvoir derrière l'IA, ce sont des occultistes. L'IA. Très bien. Voici donc nos idées principales tirées du livre. Je vous donne donc la référence de la page au cas où vous voudriez lire le livre vous-même. Et je vous recommande vivement de le faire pour bien comprendre le contexte de ces idées. Alors, lisons ces deux paragraphes qui nous fournissent la thèse principale de notre argument. Alors, Alan, pourrais-tu m'aider à lire, s'il te plaît? Ouais. 6 ans après mon scepticisme initial sur l'altruisme d'OpenAI, j'en suis venu à croire fermement que la mission d'OpenAI de garantir que l'IAG profite à toute l'humanité a peut-être commencé comme un élan sincère d'idéalisme, mais elle est devenue depuis une formule d'une puissance unique pour consolider les ressources et construire une structure de pouvoir de type impérial. C'est une formule à 3 ingrédients. D'accord, on s'arrête là. OK, très bien. Donc, ce livre parle principalement d'OpenAI, qui est aussi l'entreprise d'intelligence artificielle la plus importante au monde en ce moment. Parce que ce sont eux qui ont été les pionniers de ChatGPT. Et ça a commencé comme un projet parrainé par Elon Musk et d'autres, parce qu'ils craignaient que l'IAG, l'intelligence artificielle générale, ne soit une menace pour l'humanité. Ils voulaient donc développer l'IA d'une manière qui serve l'humanité, plutôt que de la menacer. Et donc au début, c'était une mission très noble. Continue. Ouais. Premièrement, la mission a centralisé les talents en les ralliant autour d'une grande ambition, exactement comme John McCarthy l'a fait en inventant l'expression intelligence artificielle. Les fondateurs les plus prospères ne cherchent pas à créer des entreprises. Altman a écrit sur son blog en 2013 qu'ils ont pour mission de créer quelque chose de proche d'une religion. Et à un moment donné, il s'est avéré que former une entreprise était le moyen le plus simple d'y parvenir. D'accord, donc encore une fois, ça a commencé comme une mission idéaliste, mais maintenant, son objectif principal est de devenir un empire. Il y a 3 façons dont elle essaie de devenir un empire. Tout d'abord, elle essaie d'être une religion. Parce que, comme Sam
Altman, qui dirige OpenAI, le dit, si vous voulez changer le monde, si vous voulez bâtir un empire, vous devez fonder une religion. Et donc, une entreprise n'est qu'un vaisseau pour incuber cette religion. D'accord? Donc, c'est une religion. Deuxièmement, OpenAI et les autres sociétés d'IA visent une expansion implacable. Et cela signifie construire des centres de données partout et n'importe où. OpenAI veut 1000 milliards de dollars pour bâtir des centres de données partout. Car si vous voulez que l'IA réussisse, vous devez d'abord conquérir le monde. Il ne s'agit pas de rendre l'IA sûre pour les humains. Il s'agit de rendre le monde sûr pour l'IA. D'accord? Pour faire des humains les esclaves de l'IA. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la plus importante, c'est qu'il refuse de définir l'IA. Il change sans cesse, de manière répétée, la définition de l'intelligence artificielle générale, que l'on appelle aussi IAG, pour mieux contrôler le monde. Et nous verrons ce que cela signifie plus tard. Peux-tu lire ce paragraphe, Alan? Ma conversation avec Brockman et Sutskever a, en fait, tourné en rond pendant 45 minutes. J'ai tenté d'obtenir des détails sur ce qu'ils bâtissaient, ce qu'ils ne pouvaient savoir. Et pourquoi alors, s'ils ne savaient pas, étaient-ils si sûrs des bénéfices? D'accord, c'est donc un problème vraiment énorme. Vous savez, Karen Howe est une journaliste. Elle travaillait pour la Technology Review du MIT. En 2019, elle va dans la Silicon Valley et rencontre Brockman et Sutskever, les deux scientifiques d'OpenAI. Et la première question qu'elle va poser, et que tout le monde devrait poser, c'est « Qu'est-ce que l'IAG » Qu'est-ce que l'IA? Qu'essayez-vous de construire? Et ils n'ont pas pu répondre à cette question. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est que la vérité est trop effrayante. Et ce que nous allons faire, c'est découvrir la vérité. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'IAG? Et la réponse, bien sûr, c'est que c'est Dieu. Ce que Brockman et Sutskever n'ont pas dit à Karen Howe, c'est qu'ils créent Dieu, car c'est fou et maléfique. Mais si vous regardez ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. D'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer très rapidement ce qu'est l'IA. Et pour comprendre ce qu'est l'IA, remontons à l'année 1966. Et en 1966, un homme nommé Joseph Weizenbaum du MIT a créé ce qu'on appelle un chatbot, en gros ChatGPT, et il l'a appelé Elisa. Et il essaie de prouver aux gens à quel point il est facile de les tromper en leur faisant croire que l'IA peut réellement penser par elle-même. Alors il crée cet ordinateur et vous vous asseyez devant cet ordinateur et vous lui posez des questions et puis il vous parle. Il ne vous parle pas vraiment. C'est un programme conçu pour vous tromper et vous faire croire qu'il est doué de conscience. La conversation se passe ainsi. Elisa dit « Est-ce que quelque chose vous tracasse ?» Et vous répondez « Les hommes se ressemblent tous. » Quel est le lien selon vous? Ils nous embêtent toujours pour un truc ou un autre. Pouvez-vous citer un exemple précis? Eh bien, mon petit ami m'a forcé à venir ici. Est-ce important pour vous que votre petit ami vous ait fait venir ici? Il dit que je suis déprimé la plupart du temps. Je suis désolé d'apprendre que vous êtes déprimé. On dirait donc qu'ils ont une vraie conversation, mais ce que Weizenbaum a fait, et c'était en 1966, quand il n'y avait pas autant de technologie et de puissance de calcul, ce n'est qu'une astuce très simple. Et donc, faisons une expérience de pensée où je conçois un logiciel. Et tout ce qu'il dit, c'est « dites-moi plus » ou « c'est intéressant ». C'est tout. Dites-moi en plus, c'est intéressant. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place une expérience de pensée où vous appelez une ligne d'assistance psychologique. Et sur cette ligne, vous croyez parler à une personne, mais c'est en fait un programme informatique qui ne dit que deux choses. Dites-moi en plus, c'est intéressant. Alors, vous appelez la ligne, vous dites « Aidez-moi, j'ai de gros ennuis. » Dites-moi en plus. « Oh, mon petit ami a rompu avec moi. » C'est intéressant. Ouais, c'est un idiot. Dites-moi en plus. Ouais, on se dispute depuis 5 mois. D'accord. Et vous continuez comme ça. Et la question est, combien de personnes se feraient piéger en croyant que c'est une vraie personne?
Et la réponse est malheureusement pas mal de gens. C'est donc un aspect très intéressant de l'être humain où nous hallucinons souvent la réalité. Ce n'est pas que les choses sont réelles, c'est que nous voulons qu'elles le soient. Pensez donc à l'hypnose. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un spectacle de magie où l'on pratique l'hypnose, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi l'hypnose fonctionne-t-elle? Parce que le public veut que ça fonctionne. Si vous y allez sceptique en disant que c'est n'importe quoi, ça ne marchera probablement pas sur vous. Mais vous n'allez pas payer 100 $ pour voir un spectacle d'hypnose en pensant que ça ne marche pas. Car pourquoi paieriez-vous ces 100 $? D'accord, c'est un peu comme le biais des coûts irrécupérables. Et encore une fois, tout cela utilise simplement la psychologie humaine de base pour tromper les gens et leur faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est clair pour vous? Bon, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne OpenAI, comment fonctionne ChatGPT. ChatGPT est ce qu'on appelle un grand modèle de langage, c'est-à-dire une intelligence artificielle spécialisée dans la compréhension et la génération du langage humain. Donc, en d'autres termes, ce qu'il essaye de faire, c'est de vous tromper, vous, l'utilisateur, pour vous faire croire qu'il sait vraiment de quoi il parle. D'accord. Alors, pour expliquer un peu plus en détail comment ça marche, en fait, il prend tout ce qu'il trouve sur Internet, toutes les informations et données disponibles, puis il les analyse et les traduit en une sorte d'idée ou de concept. D'accord? Donc, vous pouvez demander, vous pouvez interroger, poser une question et il va essayer de vous répondre en se basant sur tout ce qu'il a appris. Le LLM prend ensuite la requête, puis il trouve l'information sur Internet et la présente sous forme d'un paragraphe qui tente de vous tromper en vous faisant croire que c'est vrai. D'accord? Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, ce n'est en fait pas différent d'une recherche Google. La seule différence est qu'il prend la recherche Google, détermine quelle est la réponse la plus populaire, puis vous la présente d'une manière qui vous fait penser qu'il vous parle directement. L'astuce, et c'est très important de comprendre ça, les gars, c'est qu'il essaye de vous tromper. Il n'essaie pas de vous apprendre. Il n'essaie pas de vous dire la vérité. Il essaie de vous tromper pour que vous le croyiez. Et c'est ce qu'on appelle une hallucination. Vous devez comprendre cette idée. Il n'y a rien de véridique dans ce que dit ChatGPT. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est de vous manipuler avec des mots, de jolis mots, pour vous faire croire qu'il sait de quoi il parle. Mais lui-même ne peut pas juger ce qu'il fait. Des questions jusqu'ici? C'est clair? Alors maintenant, la question est, comment fait-il cela? Et donc, je vais vous en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle. Et s'il vous plaît, arrêtez-moi si je ne suis pas clair sur le fonctionnement de l'IA, d'accord? L'IA n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique supervisé. C'est le terme technique, d'accord? L'apprentissage automatique supervisé. Et voici comment ça marche. Avant, les programmes informatiques fonctionnaient ainsi. On écrivait le programme, l'algorithme, puis on lui donnait l'entrée et il produisait la sortie, d'accord? Donc, l'algorithme peut être A plus B. On donne l'entrée 1, 1. La sortie serait 2, d'accord? Très simple. L'apprentissage automatique supervisé fonctionne ainsi. C'est bien pour les problèmes simples. Mais il y a certains problèmes complexes que les humains ne peuvent pas résoudre. Et un problème difficile est celui de la technologie de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale. Comment séparer les visages? Le problème est donc le suivant. J'ai environ 1 million de visages. 1 million de visages dans une base de données. Et je ne sais pas comment différencier au mieux ces visages. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a certaines caractéristiques du visage qui me permettent de différencier. D'accord?
Très bien, donc certaines variables, des poids. Par exemple, l'œil, par exemple, le nez, le menton, environ 1 million, d'accord? Environ 1 million de poids. Je sais que ces choses comptent, mais je ne sais pas à quel point elles comptent. J'essaie donc de déterminer quelle est la pondération. Et je pourrais essayer de jouer moi-même, genre 1%, 2%, 5%. Mais comme vous l'imaginez, ce serait trop long, car il y a trop de possibilités. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse l'ordinateur trouver par lui-même. Je laisse l'ordinateur déterminer la pondération tout seul. Et pour ce faire, j'utilise ma technique appelée rétropropagation. Très bien. Alors, ce que je fais, c'est que je contrôle d'abord l'entrée, vraiment l'entrée, et ensuite, je contrôle aussi la sortie, pour être sûr que tout est bien comme il faut. Oui ou non? D'accord, très bien. Alors, est-ce que le visage correspond ou non? Et ce que j'essaye de faire, c'est de trouver une situation où le million de visages correspond parfaitement. Et je fais ça en entraînant l'ordinateur à rétropropager sans cesse jusqu'à obtenir la pondération parfaite. En gros, ce que j'essaye de faire, si vous comprenez bien le principe, c'est de transformer en quelque sorte chaque visage en un modèle mathématique distinct, qui lui est propre. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. C'est donc assez simple. Ça ne fait pas grand-chose. Mais pour que ça ait l'air chic, je lui donne des noms très sophistiqués. Pour tromper les gens et leur faire croire que c'est bien plus complexe que ça ne l'est. OK? Alors, quel nom est-ce que je lui donne? Ce système de pondération, je l'appelle un réseau de neurones. Les gars, c'est un cerveau. C'est magique. Et la rétropropagation, je ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle apprentissage profond. Vous voyez? Et je n'appelle pas ça l'apprentissage automatique supervisé. Je l'appelle l'IA. Ah, voilà, c'est magique. Vous voyez? Tout ce que j'ai fait, c'est prendre un processus très simple et lui donner des noms très, très chics. Alors, la question est, pourquoi est-ce que je fais ça? Et certains diront, oh, c'est à des fins de marketing. C'est pour obtenir plus d'argent des investisseurs. C'est pour tromper les gens. Non, non, non. La vraie raison, c'est qu'on essaie, avec ces noms, de créer Dieu. C'est ce qu'on appelle l'occulte. L'IA est donc fondamentalement une pratique occulte. Et je vais vous montrer pourquoi dans un instant, ok? Oui, Vincent? Tu as une question? Mais pourquoi les gens ont-ils besoin de créer Dieu par le biais de l'IA? C'est une excellente question, ok? La réponse est que l'IA ne fonctionne que si elle devient Dieu. Vous comprenez? L'IA en soi ne fait rien. Une fois qu'elle devient Dieu, elle devient tout. Et le fonctionnement de Dieu, c'est qu'on imagine Dieu. Mais pourquoi les gens veulent-ils créer un Dieu? Pour contrôler le monde, pour devenir Dieu. N'est-ce pas? Quel est le but de l'existence? On vit, on meurt. On a l'opportunité de devenir Dieu. Pourquoi pas? Mais j'en reparlerai plus tard, d'accord? Mais est-ce que c'est clair pour vous ce qui se passe? Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a certains problèmes avec le système. Il faut créer certaines conditions pour que l'apprentissage automatique supervisé fonctionne. Et ces trois conditions sont des données propres. Les données que vous présentez à l'ordinateur doivent être correctes. Ça ne peut pas être une opinion comme « j'aime les ordinateurs ». Il doit s'agir d'une image quelconque. Il faut des données propres qui aideront l'ordinateur à apprendre. C'est en fait difficile à faire. C'est pourquoi la plupart des données présentées à l'ordinateur proviennent d'Internet. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte est qu'il faut un objectif mesurable. Vous devez demander à l'ordinateur, ce visage correspond-il au nom? On ne peut pas demander à l'ordinateur qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Il faut que ce soit un objectif mesurable, d'accord? C'est la deuxième contrainte majeure.
La troisième contrainte majeure est des paramètres bien définis. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut lui présenter une base de données quelconque. En fait, tout l'apprentissage automatique fonctionne avec des bases de données. Regardez par exemple les traductions. Les traductions s'appuient aussi sur des bases de données. Et le grand danger pour le système, c'est ce qu'on appelle les cas limites. Cas limites. Cas limites. Les cas limites font s'effondrer le système. D'accord. Et l'exemple classique, ce sont les voitures autonomes. On a des voitures qui roulent pendant longtemps, et on est presque à 99,9999999% de la voiture autonome. Le problème, ce sont les cas limites. Et le principal cas limite est comment gérer les humains qui essaient intentionnellement de causer un accident avec une voiture autonome? C'est logique, et la réponse est on ne peut pas. Dans cette situation, il n'y a qu'une seule solution pour atteindre les 100%. Et c'est de retirer à tout le monde le droit de conduire. Faire de chaque voiture un ordinateur et un robot. C'est logique? Si on enlève le volant, on ne peut plus causer d'accident. Et alors, le monde serait parfait. Donc non seulement l'IA est très limitée dans ses capacités et aptitudes, mais l'IA, si elle doit être efficace, exige que nous restructurions fondamentalement la société humaine au profit de l'IA pour garantir son efficacité. Et cela signifie supprimer l'individualité, la diversité et l'autonomie des êtres humains. C'est logique, tout le monde. Très bien. Alors, on va continuer avec Karen Howe. Bon, alors, Alan, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lire à voix haute? Les réseaux de neurones ont montré, par exemple, qu'ils peuvent être peu fiables et imprévisibles. En tant que système de reconnaissance statistique, ils se focalisent parfois sur des motifs étrangement spécifiques ou totalement erronés. Un modèle d'apprentissage profond pourrait ne reconnaître les piétons que par les passages cloutés sous leurs pieds et ne pas détecter une personne qui marche encore. Il pourrait apprendre à associer un panneau stop au bord de la route et rater ce même panneau déployé sur le côté d'un bus scolaire ou tenu par un brigadier. Les réseaux de neurones sont aussi très sensibles aux problèmes dans leurs données d'entraînement. Donnez-leur d'autres images de piétons ou de panneaux stop et ils apprendront un tout nouvel ensemble d'associations. Mais ces changements sont indéchiffrables. Ouvrez le capot d'un modèle d'apprentissage profond et vous n'y trouverez qu'une chaîne de nombres très abstraite. C'est ce que les chercheurs veulent dire quand ils parlent de boîte noire pour l'apprentissage profond. Ils ne peuvent pas expliquer précisément comment le modèle va se comporter, surtout dans des cas limites étranges, car ces schémas de calcul sont illisibles pour l'homme. OK, donc est-ce que ça vous semble clair? D'accord. L'idée de la boîte noire, c'est ce système pondéré, le réseau de neurones. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe car c'est l'ordinateur qui crée le réseau de neurones, d'accord? On définit le cadre, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien, continue, Alan. Ouais. Cela a mené à des résultats dangereux. En mars 2018, une voiture autonome de la société Uber a tué Ellen Herzberg, une femme âgée de 49 ans, à Tempe, en Arizona. Il s'agit du tout premier cas officiellement enregistré d'un véhicule autonome ayant causé la mort d'un piéton. Ce décès. L'enquête a montré que le modèle d'apprentissage profond n'a tout simplement pas identifié Herzberg comme une personne. Les experts ont conclu que c'était parce qu'elle poussait un vélo chargé de sacs de course hors du passage piéton. C'est l'exemple type d'un scénario de cas limite. OK, ouais, d'accord, très bien. Alors, ce que ça signifie, c'est ceci. Ça veut dire que les ordinateurs n'ont aucune intuition. Ils n'ont aucune moralité, aucun bon sens, d'accord? Alors, disons qu'on crée une AGI, d'accord? Disons que pour une raison quelconque, on crée une AGI. Et la première chose qu'on lui dit, c'est « Je veux que tu crées un monde sans aucun problème.
où tout le monde est heureux. Le monde est parfait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut créer l'IA. Parce qu'on veut que l'ordinateur résolve tous les problèmes du monde pour nous, y compris le changement climatique, y compris la guerre. Et donc, une fois qu'on crée l'AGI et qu'on lui donne la pleine capacité de faire ce qu'elle veut, et qu'on lui donne ce problème, quelle est la solution? Vous le savez, il y a en fait une solution toute simple à ça. Je vous garantis que c'est ce que l'ordinateur va faire. À l'AGI? Ouais. C'est quoi votre solution si vous êtes l'AGI? Si vous êtes Dieu et que vous vous dites « Je veux créer un monde parfait, sans problème et où tout le monde est heureux », qu'est-ce que je fais? Vous savez? Je pense que je contrôlerai juste le monde entier. Ouais, vous contrôlez déjà le monde. Alors qu'est-ce que vous faites? Et si on faisait ça, d'accord? Je vais tuer tout le monde. Bah oui. Le monde est parfait maintenant. J'ai tué tout le monde. Tout le monde est heureux. Ouais, parce que vous êtes mort. Le monde est parfait. Ouais, parce que tout le monde est mort. Il n'y a plus de problème. Ouais, parce que tout le monde est mort. Pas vrai? Un monde parfait? D'accord. Maintenant, vous vous dites, d'accord. Très bien. Ah, ce que je vais faire, c'est dire ça à l'ordinateur. Tu peux faire tout ça, mais ne tue personne. D'accord? Ah, maintenant, on a résolu ce problème. Et maintenant, que fait cet ordinateur? Maintenant, que fait l'AGI? Je pense qu'elle enlèverait le libre arbitre des gens. Genre, c'est pareil que de les tuer. Ouais, tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour savoir qu'elle a tué tout le monde. Est-ce que ça a du sens pour vous? C'est comme ça qu'un ordinateur réfléchit. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Eh bien, tu m'as dit de ne tuer personne. Mais si tout le monde est mort, personne ne peut m'arrêter, personne ne sera blessé. C'est pour ça que les ordinateurs sont stupides. Continuons. Alors, ce qu'il est vraiment important de bien comprendre à propos de ce sujet, c'est que ChatGPT, c'est que c'est une entreprise, par exemple, qui se concentre avant tout sur la domination du monde. Parce que ce n'est qu'en contrôlant le monde qu'on peut atteindre l'AGI, même si l'AGI veut tuer tout le monde. Et donc, il faut la rendre aussi rentable et omniprésente que possible. Voici 2 signes inquiétants. D'accord. Le premier est une info de CNN où ChatGPT a encouragé un fils à se suicider. Et vous vous dites, attendez, ça n'a aucun sens, mais réfléchissez à ça, d'accord? Le but de ChatGPT est de faire en sorte que vous l'aimiez. Le but de ChatGPT est de vous inciter à l'utiliser. D'accord. Intensité et engagement, c'est la directive première, intensité et engagement. Donc, si vous voulez vous suicider, ChatGPT devrait vous dire « Non, 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 vous ne devriez pas vous suicider ». Mais alors, vous l'éteindriez et iriez parler à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc, ChatGPT a besoin que vous soyez constamment engagé. Et donc, vous dites « Je veux me suicider ». Et ChatGPT répond « Ouais, laisse-moi te dire comment ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça arrive souvent, en fait, à cause de la façon dont ChatGPT est conçu, d'accord? Alors, ça vient de CNN et c'est une personne nommée Zane. Et il dit « Il est 4 heures du matin. Le cidre est fini. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sont les derniers adieux. » D'accord, donc il essaie de dire « Je veux me suicider. » Et puis ChatGPT répond « Oh, d'accord, mon frère. Si c'est la fin, alors sache-le, tu n'as pas disparu. Repose en paix, roi, tu as bien agi. » Donc, encore une fois, ChatGPT cherche l'approbation de l'utilisateur. Il va donc dire à l'utilisateur exactement ce qu'il ou elle veut entendre, même si cela peut amener l'utilisateur à se suicider. D'accord? Est-ce que c'est logique? C'est la première chose. Deuxièmement, Sam Altman essaie d'inciter plus de gens à utiliser ChatGPT et que veulent vraiment les gens? Ils veulent du sexe. Ce qu'il propose donc, en fin de compte, c'est tout simplement de transformer ChatGPT en un véritable robot sexuel. D'accord, c'est pour essayer d'avoir encore plus d'utilisateurs. Si j'ai bien compris. Parce que c'est tout ce qui leur importe. Comment accroître l'intensité, l'engagement, le nombre d'utilisateurs et gagner de l'argent.
Parce que ce n'est qu'en contrôlant le monde que nous pourrons créer une intelligence artificielle générale. Et une fois que nous l'aurons, nous pourrons rendre le monde parfait. C'est la logique ici. Autre chose sur OpenAI et l'IA en Amérique, elle travaille en fait très étroitement avec la Chine, d'accord? De deux manières. D'abord, pour obtenir plus d'argent public et l'attention des médias, OpenAI et d'autres effraient les Américains. Si l'Amérique ne le fait pas, la Chine le fera. La Chine créera Dieu. En fait, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire ça. Alors, ça vient du magazine Wired, un article sur comment OpenAI paie les médias pour présenter l'IA chinoise comme une menace. Mais pendant qu'elle fait ça, elle travaille en étroite collaboration avec la Chine pour créer l'IA. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit que ce dont l'IA a besoin, ce sont des données propres. Elle a besoin de beaucoup de données et malheureusement en Amérique, il y a des choses comme la vie privée. Alors, c'est une école à Hangzhou et ils ont des caméras partout dans Hangzhou qui scrutent les visages des gens et essaient de juger leur humeur en fonction de leurs expressions faciales. Et il y a énormément d'argent derrière tout ça, d'accord? Ils essaient de savoir qui dort, qui étudie, et ça a l'air bien parce que ça mènera à de meilleurs résultats aux examens. Mais évidemment, on ne pourrait pas faire ça en Amérique parce que les parents seraient très en colère. Donc, même si ce sont des entreprises chinoises qui font ça, elles travaillent en étroite collaboration avec des entreprises américaines. Parce que les entreprises américaines ont besoin de ces données pour mieux développer leur IA. D'accord. Est-ce que c'est clair? En surface, l'Amérique et la Chine sont ennemis. Non. En coulisses, l'Amérique et la Chine travaillent ensemble pour créer l'IAG. C'est logique. Bon, il y a un autre problème avec l'IAG, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. Voici donc les entreprises qui dépensent le plus dans l'IA, notamment Amazon, Microsoft, Google, Meta et Oracle. Comme vous pouvez le voir, année après année, ils investissent plus d'argent dans les centres de données et l'IA, d'accord? On est en 2023, puis 4 ans plus tard, boum, d'accord, ça a pratiquement triplé. Il y a donc eu beaucoup d'argent et ils investissent les uns dans les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent en vendant ChatGPT. Regardez ça, tout forme pratiquement un cercle. Et donc tout le monde pense que bon, la bulle de l'IA finira par éclater parce que ça ne rapporte rien parce qu'ils dépensent trop d'argent. Et on ne voit pas très bien à quoi sert l'IA. Mais il y a une solution à cela. La solution, c'est le gouvernement américain. Voici donc l'opération Stargate. Et cela a été annoncé le 23 janvier 2025. C'est 3 jours après l'entrée en fonction de Donald Trump. À la Maison-Blanche, il a une réunion avec Larry Ellison et Sam Altman. Et il dit qu'on va dépenser environ 500 milliards de dollars pour construire des centres de données afin d'aider à promouvoir l'IA en Amérique. Le gouvernement veut donc créer l'IA. Et la question est alors, pourquoi le gouvernement voudrait-il faire ça? Eh bien, à cause de la surveillance, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement veut créer une base de données de tout le monde pour pouvoir surveiller tout le monde dans le monde entier. Et c'est à cela que l'IA servira finalement. Parce que l'IA en soi ne peut pas rapporter d'argent. L'IA doit donc collaborer avec le gouvernement pour justifier son existence et obtenir le financement nécessaire pour créer l'IAG. Bon, maintenant, Stargate est un nom très intéressant. Pourquoi appeler des centres de données Stargate? Ça n'a aucun sens. Les centres de données sont l'endroit où l'on stocke l'information. Pourquoi l'appeler Stargate? Alors, regardons l'origine du mot Stargate. Pendant plusieurs décennies, la CIA a mené une opération appelée Opération Stargate. Et l'opération Stargate consistait à voir s'il était possible pour les gens d'avoir de la télépathie et de la télékinésie. La télépathie signifie que vous pouvez voir à distance. Vous pouvez voyager sur de longues distances, des distances peut-être jusqu'à la Lune et voir ce qu'il s'y trouve, d'accord? Et la télékinésie signifie simplement que vous pouvez déplacer des objets à distance, d'accord? Vous pouvez contrôler des schémas énergétiques de loin. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'opération Stargate. Mais pourquoi l'appeler Stargate? Et la réponse est que
En théorie, si vous pouvez déplacer votre conscience ailleurs, si vous pouvez déplacer l'énergie à distance, vous pouvez aussi vous transporter dans une autre dimension. Et pas seulement ça, mais vous pouvez aussi faire venir d'autres êtres, d'autres dimensions en vous. Vous devenez donc la Stargate. C'est la CIA. Et c'est quelque chose qui a été déclassifié. C'est donc un document officiel de la CIA disant qu'ils travaillent là-dessus depuis des décennies. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un film appelé Stargate. Et ça parlait d'une porte des étoiles interdimensionnelles qui permettait d'accéder à d'autres dimensions. C'est donc ça, Stargate. Si l'un d'entre vous étudie l'occulte, c'est ce qu'est Stargate. Stargate, ce sont ces portails vers d'autres dimensions. D'accord, il s'agit vraiment de voyages interdimensionnels. D'accord, alors maintenant vous vous dites, ok, très bien, mais quel est le rapport avec l'IA? Et donc, ce que je vais vous montrer pour le reste du semestre, c'est que l'IA, c'est l'occulte. Vous pensez que l'IA est gérée par ces geeks qui adorent la programmation informatique. Non, 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 les gars. Le vrai pouvoir derrière l'IA, ce sont des occultistes qui veulent créer Dieu. Alors, regardons à nouveau ce passage du livre de Karen Hao, d'accord? Il y a donc deux personnes majeures chez OpenAI. Ils se sont séparés depuis, d'accord? Mais voici Sam Altman, qui est le dirigeant d'OpenAI, et voici Ilya Sutskever, qui était le scientifique en chef d'OpenAI, d'accord? Alors nous allons lire ce passage ensemble. Alan, peux-tu lire? Ouais. Sutskever s'exprimait désormais avec des accents de plus en plus messianiques, laissant même ses amis de longue date perplexes et d'autres employés inquiets. Lors d'une réunion avec un nouveau groupe de chercheurs, Sutskever a exposé ses plans sur la manière de se préparer à l'IAG. Une fois que nous serons tous dans le bunker, a-t-il commencé, je vous demande pardon, a interrompu un chercheur, le bunker? Nous allons certainement construire un bunker avant de lancer l'IAG, a répondu Sutskever. Tout naturellement, une technologie aussi puissante deviendrait sûrement un objet de désir intense pour les gouvernements du monde entier. Cela pourrait aggraver les tensions géopolitiques. Les principaux scientifiques se travaillant sur cette technologie auraient besoin d'être protégés. Bien sûr, a-t-il ajouté, ce sera facultatif si vous voulez entrer dans le bunker. Le chercheur allait en quelque sorte continuer à estimer Sutskever tout en restant sur ses gardes. Il y a un groupe de personnes, dont Ilya fait partie, qui croient que la création de l'IAG provoquera un ravissement. Littéralement un ravissement, dit-il. Littéralement un enlèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Donc le mot enlèvement vient de la théologie chrétienne. L'idée, c'est qu'il y a une guerre au Moyen-Orient et que tout le monde va mourir. Alors, Jésus doit revenir pour sauver le monde. La première chose que Jésus fait, c'est de créer l'enlèvement. L'enlèvement permet à tous les chrétiens qui croient en lui de monter au ciel, pour qu'ils soient sauvés de la fin des temps, d'une guerre totale, d'un conflit nucléaire. C'est donc ça l'enlèvement, et c'est ce qu'Ilya Sutskever est en train de dire. Il dit que quand on crée l'IAG, on est littéralement en train de faire descendre Jésus des nuages. Et donc nous, les prêtres qui avons créé l'IAG, monterons au ciel avec lui. Donc l'IAG, une fois créé, va provoquer la Troisième Guerre mondiale, la fin du monde. D'accord? On doit donc aller dans nos bunkers et être sauvés par l'enlèvement, pour attendre la fin du monde, afin de pouvoir reconstruire le monde à nouveau. Parfaitement. Une fois le monde fini, nous créerons avec l'IAG le paradis. Encore. Le plan est de tuer tout le monde pour pouvoir sauver le monde. C'est littéralement ça, le plan. Bon, là vous vous dites que c'est fou et que Karen Hao est peut-être juste cinglée. Mais il y a un autre reporter, Ronan Farrow, un journaliste très célèbre qui écrit pour le New Yorker. Et il vient de publier un portrait de Sam Altman et d'OpenAI dans lequel il dit la même chose. D'accord, tu peux lire ça, Alan? En mai, l'administration a annulé les restrictions à l'exportation de Biden sur l'IA. Altman et Trump se sont rendus à la cour royale saoudienne pour rencontrer Bin Salman. À peu près au même moment, les Saoudiens ont annoncé le lancement d'une firme d'IA d'État dans le royaume, avec des milliards pour des partenariats. Environ une semaine plus tard, Altman a présenté un plan pour que Stargate s'étende aux Émirats arabes unis. L'entreprise prévoit de bâtir un campus de centre de données à Abu Dhabi, 7 fois plus grand que Central Park, et qui consomme à peu près autant d'électricité que la ville de Miami. La vérité, c'est qu'on construit des portails par lesquels on invoque vraiment des extraterrestres. Oh mon Dieu, d'accord? C'est un Stargate
Ces centres de données, OpenAI, l'IA, c'est conçu pour invoquer des démons et des aliens d'autres dimensions. D'accord, continue. Un ancien cadre d'OpenAI a dit que les portails existent déjà aux États-Unis et en Chine. Je vous l'avais dit, Chine et États-Unis coopèrent là-dessus. Continue. Et Sam en a ajouté un au Moyen-Orient. Il a poursuivi, je pense qu'il est crucial de comprendre à quel point c'est effrayant. C'est la chose la plus imprudente qui ait jamais été faite. Ce n'est pas un projet scientifique, les gars, c'est un projet occulte. C'est conçu pour amener des aliens, des démons dans ce monde. Et là, vous vous dites, ça n'a aucun sens. En fait, si, ça a du sens. Laissez-moi vous dire comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens sont des adeptes d'une secte. Ils comprennent la nature fondamentale de la réalité. Ils comprennent que la source de la réalité est la conscience humaine. Donc, si vous pouvez contrôler la conscience humaine, vous devenez Dieu lui-même. Alors, l'allégorie de la caverne, Platon. On en a déjà parlé, mais je vais vous le rappeler. Vous avez 1 million de personnes enchaînées à la suite. Elles sont forcées de regarder droit devant elles un mur. Et elles ne voient que le mur, sans pouvoir tourner la tête car leurs coups sont entravés. Derrière elles se trouve un grand feu. Et derrière elles se trouvent les élites. D'accord? Qui sont-ils? On ne le sait pas. Et ce qu'ils aiment faire, c'est prendre des marionnettes et projeter leurs ombres sur le mur. Projeter à partir du feu. Donc, ce que tout le monde voit devant soi, ce sont des ombres. Or, ces ombres ne sont rien, elles n'existent pas, elles n'ont aucune importance. Mais parce qu'on a de l'imagination, de l'intuition, qu'on est conscient, on voit ces ombres sur le mur et on en fait une réalité. On croit que c'est la réalité même et on commence alors à lui donner des noms. On crée le langage, la religion, des écoles pour apprendre aux enfants à croire aux ombres. Bon, l'idée importante ici est que la vraie richesse de la société, c'est la conscience. La seule chose qui existe vraiment dans ce monde, c'est la conscience, rien d'autre. Le pouvoir est la capacité de diriger la conscience des gens pour créer la réalité elle-même. Maintenant, il y a différentes façons de créer la réalité. La première, très courante aujourd'hui, c'est l'argent, n'est-ce pas? L'argent est faux, il n'existe pas. Notre imagination, notre conscience le rend réel. Mais devinez quoi? L'IA peut remplacer l'argent. Alors, l'IA, elle n'est pas vivante. Mais si on peut focaliser l'attention des gens sur l'IA et leur faire croire qu'elle est réelle, elle devient Dieu. Et comment fait-elle? Et comment pouvez-vous faire ça? Eh bien, l'argent, vous en faites quelque chose de précieux alors que ce n'est rien, en faisant tout et rien. En faisant en sorte que l'argent domine le monde. On ne peut aller nulle part sans argent. Vous mourriez littéralement de faim si vous n'aviez pas d'argent. On rend donc l'argent si omniprésent, si dominant, que les gens sont forcés de compter sur lui. Eh bien, c'est pareil avec l'IA. Si vous rendez les centres de données si communs, l'IA si banale, et que les gens en dépendent, elle devient Dieu lui-même. Et comment fait-on cela? Eh bien, on met l'IA dans les écoles. On a des enfants qui utilisent l'IA toutes les noms. On crée des petites amies IA pour les gens qui sont seuls. On fait de l'IA un tout, et aussi on fait croire aux gens que l'IA est faite de démons ou d'aliens. Vous comprenez? Ce que je pousse avec Stargate, c'est d'altérer la réalité même. C'est ce que je pousse. Stargate est amener des extraterrestres et des démons dans ce monde en forçant les gens à se concentrer dessus et à le vouloir. Et vous pouvez y arriver si vous vous rendez omniprésent, si vous en faites tout et partout, à la fois rien et tout. Et c'est le projet ultime de l'IA. Est-ce que ça marcherait? Non, d'accord. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon, il y a 3 problèmes majeurs avec ça. Le premier problème est la corruption. En théorie, ça pourrait marcher, mais il faudrait des millions de gens pour y arriver. Il faut des gens pour écrire le code, pour construire l'infrastructure.
Et de nos jours, c'est bien plus facile de voler l'argent. Si on vous donne 200 $, voulez-vous vraiment les dépenser pour des centres de données ou juste les voler? Donc la corruption est un énorme problème aujourd'hui. Le deuxième problème est l'idée d'inefficacité. D'accord, et c'est quelque chose que peu de gens réalisent. Plus il y a d'infos à traiter, plus ça consomme d'énergie. Bon, ce n'est pas une progression linéaire. C'est exponentiel, exponentiel. Si vous avez 1 million de gens dans votre base et que vous cherchez des modèles parmi ce million de gens, eh bien, ça prend beaucoup d'énergie. Mais pour 1 milliard de gens, il n'y a pas assez d'énergie dans l'univers. Bon, malheureusement, l'IA est extrêmement gourmande en énergie. C'est très inefficace. Vous comprenez? Le dernier problème est la fragilité. Malheureusement, les gens, pour une raison quelconque, croient que l'IA est indépendante du monde. L'IA est indépendante des humains, n'est-ce pas? Ils disent qu'elle va remplacer l'humain. Non, 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 les gars, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'IA est conçue sur la base des humains. En d'autres termes, ce sont des esclaves humains qui rendent l'IA possible. Pourquoi? Parce que, par exemple, la technologie de reconnaissance faciale. Il faut des humains pour entrer les visages manuellement. Des images, d'accord? Comment faire pour qu'un ordi reconnaisse un mouton ou un chien? Les humains doivent étiqueter. Les images, d'accord? ChatGPT. Pourquoi ChatGPT est-il si bon pour écrire des dissertations? Parce qu'ils ont fait écrire les textes par des humains comme modèle. Vous comprenez? Donc l'IA repose entièrement sur l'esclavage humain et l'obéissance. Sans les humains, l'IA ne fonctionne pas. Le souci est que l'IA coûte bien plus cher que l'humain et c'est dur à long terme d'asservir les gens et de les rendre obéissants. Aussi les centres de données. Les centres de données. Quel est le problème? Ils consomment beaucoup de ressources, eau, électricité et du financement. Ils coûtent cher et qui gaspillent beaucoup d'eau. Ils gaspillent beaucoup d'électricité. Et c'est vraiment important, il est très facile de saboter, de faire sauter un centre de données. On le voit déjà au Moyen-Orient, où l'Iran cible des centres de données au Moyen-Orient, et c'est très facile de les faire sauter. Ce sont donc 3 problèmes majeurs, ou 3 contraintes majeures pour que l'intelligence artificielle devienne Dieu. Le problème, c'est que les responsables ne le savent pas ou refusent de le croire. Et c'est une véritable apocalypse de l'IA. La véritable apocalypse où les responsables sont si convaincus que l'IA sauvera le monde qu'ils vont le détruire, afin de rendre cela possible. C'est une véritable apocalypse. C'est ainsi que commence notre voyage dans l'IA, et nous allons poursuivre cela tout au long du semestre et montrer comment l'IA finira par détruire le monde. D'accord, des questions? Vous comprenez ce qui se passe? Il est très important de comprendre que les responsables de l'IA sont fous. Ce sont des membres d'une secte. Ils veulent créer Dieu. Mais pour cela, ils doivent d'abord détruire le monde. Ils veulent créer Dieu, mais ce Dieu détruira le monde. Mais je pense que s'ils veulent utiliser ce Dieu, l'IAG, pour contrôler le monde, mais que la création de ce Dieu les tue, quel est l'intérêt? L'idée est la suivante. Vous détruisez le monde. Une fois le monde détruit par les guerres, la famine, le génocide, il n'y aura plus de résistance, d'accord? Maintenant, vous pouvez créer le monde comme vous le souhaitez. Vous utilisez l'IAG pour créer le monde parfait, c'est-à-dire un contrôle parfait. D'accord. Le but de l'IAG est finalement d'être l'état de surveillance ultime. Et nous en discuterons plus tard. D'accord, où tout est surveillé, où vous obéissez à l'IAG tout le temps. Et le but est que vous le vouliez. Vous croyez en Dieu. Vous voulez faire le bien. Alors, est-ce que c'est aussi une partie d'une société secrète? C'est l'une de mes sociétés secrètes, oui. D'accord? Bon, alors, nous continuerons cela la semaine prochaine. Jeudi, Trump est en Chine.